Un briefing presse, la mission d'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu était le principal thème abordé. On fait le point avec Jacques Kababa. Lors du briefing hebdomadaire qui s'est tenu le dimanche 24 novembre à l'RTNC, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a co-animé la rencontre en compagnie de Jacquemain Chabanelouko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Thème retenu, mission d'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Vu les circonstances sécuritaires que traversent toujours ces deux provinces, le président de la République a estimé qu'il était important que Madame le Premier ministre puisse faire une évaluation de la situation sur terrain pour que le gouvernement puisse rassurer le président de la République de la nécessité, de la manière par laquelle il devait aussi voir comment faire évoluer les allègements au niveau des mesures prises par l'état de siège. En rapport avec les phénomènes Koulouna qui a atteint son paroxysme dans la ville-province Kinshasa, les deux membres du gouvernement ont réagi en ces termes. C'est un phénomène social qui touche à la justice, qui nécessite la mise en place, d'abord la prise de décision, et puis qui nécessite que ces décisions suivent un processus pour atteindre des résultats. Votre gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives qui sont en cours de gestion. Nous avons au niveau de la police nationale des directives dans les différentes grandes villes. Nous avons au niveau et de la police et de la justice un certain nombre d'initiatives avec des audiences foraines qui vont à un certain moment nous permettre de réduire le taux de nuisibilité de ce phénomène. Nous avons eu l'occasion d'aborder les sujets lorsque nous atterrissions en apprenant la nouvelle. En informant la Première ministre, il y avait évidemment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice. Donc des enquêtes ont déjà été diligentées parce que ça s'est passé dans cet axe autour du camp Kokolo. Peut-être que le vice-premier ministre ne l'a pas rappelé, mais plusieurs fois il nous a dit en conseil qu'il y avait évidemment des mesures, notamment de chambres foraines. Au-delà du fait qu'il faut répondre à la problématique de l'emploi de jeunes et tout ce qui est autour, mais tout ce qui constitue des actes de criminalité sont sévèrement sanctionnés et on fait des chambres foraines justement pour montrer l'exemple de la dissuasion qui doit caractériser tous ceux qui pensent qu'ils peuvent agir par la violence de cette manière. Nous espérons que justement les enquêteurs qui sont déjà en train de fouiner sur le sujet pourront mettre la main sur les auteurs de ces crimes et qui pourront répondre devant la loi. Il faut noter que le gouvernement a pris un certain nombre d'initiatives au niveau de la police et de la justice avec des audiences foraines qui vont permettre de réduire les taux de nuisibilité de ces phénomènes. Cette campagne va connaître les concours du ministère de la Communication et Médias car elle concerne toutes les provinces au même moment. Et ces nombreuses révélations après le bouclage organisé au camp Kokolo, une complicité militaire, police et civile pour commettre des actes répréhensibles, eh bien le commandant de la 14e région militaire a lui-même conduit les opérations. L'édité avec Edith Chala. 17 criminels identifiés, 204 personnes interpellées, dont 150 civils, 27 militaires, 11 de la police nationale congolaise et 13 personnels civils, 6 armes AK-47, 7 chargeurs garnis, une quantité de munitions, 19 machettes et une quantité considérable de chanvre. Telle est la prise de l'opération menée dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 novembre 2024 au quartier Jérusalem et 10 maisons du camp Kokolo. Le commandant 14e région militaire et commandant de la task force de la ville de Kinshasa, le général-major Stazin Kizimumbuyu, qui a personnellement supervisé cette opération, a rappelé sa détermination à lutter contre toute forme de banditisme dans les camps militaires. Vraiment un travail que nous devons faire et un travail auquel nous devons nous acharner, lutter contre toute forme d'insécurité. Donc la ville de Kinshasa, elle se porte bien et elle va bien se porter et les gens vont fêter dans la paix, dans la quiétude. Qu'ils ne se plaignent pas, nous sommes là. Leurs forces de défense, leur police sont en train de travailler pour la population. Dans la philosophie de l'autorité suprême, le président de la République, mais également du chef d'état-major général qui est le chef des armées. S'adressant aux militaires lors de cette parade circonstancielle, le général-major Stazimbuyu Kizimu a félicité tous les militaires engagés dans cette opération pour leur discipline et professionnalisme
pendant ce bouclage. Il a par ailleurs promis que des mesures sévères seraient prises pour que les fêtes de fin d'année se déroulent en toute quiétude sur toute la garnison de Kinshasa, comme le veut le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. À Mbujimayi au Kasaï oriental, comment évolue la commission mise en place sur demande du chef de l'État pour identifier et indemniser les victimes de l'aéroport de Bipemba, car plus de 7000 familles passent la nuit à la Belle Étoile. Le premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, va se rendre dans la ville de Mbujimayi pour s'enquérir de la situation. Anita Luamboa et José Dimonekene, nos envoyés spéciaux, nous en parlent. Voilà, nous sommes là au bureau de la commune de Bipemba où les victimes de démolition passent la nuit ici à la Belle Étoile. Là, ils sont en train d'être identifiés. Et encore merci à M. l'abbé Théo Kaniki qui a mouillé ses vêtements pour aller à Kin et toquer partout et se rencontrer avec l'honorable José Kalala Wakalala pour que notre cause aujourd'hui soit parlée dans la bouche du président de la République et trouve un peu une solution. Vous le savez, le premier vice-président du Sénat avait fait un plaidoyer par rapport à ces victimes et il a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a demandé à ce qu'on puisse mettre une commission en place pour indemniser ces victimes que vous voyez derrière moi. Vous savez aussi, le gouvernement de la République, à travers le ministère des Affaires sociales, a fait un don pour assister ces victimes, pour soulager un temps soit peu leur souffrance. Et puis il faut savoir que la présence du président de la République est vivement souhaitée ici à la commune de Bipemba par les victimes de démolition. Je vous rappelle que plus de 7000 familles passent la nuit ici à la Belle Étoile depuis la ville de Mbujimayi, Anita Luamboa et José Dimonekene pour le compte de la RTNC. Reprise des élections législatives nationales et provinciales à Massi-Manimba, le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moindo, a lancé la formation des chefs des centres de vote, les présidents formateurs et les techniciens informatiques de centres de vote. Tétis Samba et je reste au Fonji. Arrivé le samedi 23 novembre 2024 à Massi-Manimba, le rapporteur adjoint de la commission électorale nationale indépendante est allé présenter les civilités à l'administrateur du territoire, Emery Kangouma. Lors de leur rencontre, ils ont échangé sur les enjeux de la reprise des élections dans ce territoire. Le dimanche 24 novembre 2024, Paul Moïndo Moulemberi a présidé la cérémonie d'ouverture de la formation des chefs centres de vote CVV, des présidents formateurs PF et des techniciens informatiques des centres de vote TICV, recrutés pour prester durant les opérations de vote prévues le 15 décembre 2024. Pendant 7 jours, 756 participants seront outillés sur les bonnes pratiques électorales ainsi que l'utilisation des outils technologiques de vote pour travailler de façon professionnelle le jour de scrutin. Dans son allocution, le rapporteur adjoint de la CENI a attiré l'attention des participants sur le sens élevé de responsabilité. Cette évaluation sera faite d'une manière systématique et rigoureuse, avec des nouvelles méthodes de correction. Plus question de favoritisme. Et donc, seuls le meilleur seront affectés dans les différents centres de vote. Le coordinateur des opérations, Gilbert Mukendi, a au cours de son mot de circonstance affirmé que la CENI a déjà délivré plus de 100 000 duplicata des cartes d'électeurs sur tout le territoire et cette opération se poursuivra jusqu'au 14 décembre 2024. De son côté, le point focal, chef d'antenne, Émile Makosso, a remercié le management de la CENI pour l'organisation effective de cette formation qui vient baliser la voie des élections crédibles et transparentes à Massi-Manimba. Comment mener la médiation avec professionnalisme? Eh bien, les formateurs de la CIME étaient en formation sur la médiation des conflits. La clôture a eu lieu à Kinshasa. Ils sont désormais outillés en la matière. Nuzette Sakala. 2 journées consacrées à la formation des formateurs sur les stratégies de la médiation et les règlements des conflits en toute situation, spécialement pendant la période électorale, ont suffisamment profité aux participants, membres de la commission d'intégrité et la médiation électorale CIME. Ces modules, basés sur le renforcement des capacités, va aider les apprenants pour une méthodologie appropriée qui permet de relever les défis auxquels est confrontée la RDC. Chez Abdallah Mangala, vice-président de la plateforme CIME,
a ouvert les travaux en encourageant la nécessité de travailler en équipe pour réussir des négociations. Désormais, les confessions religieuses peuvent se féliciter de disposer d'une équipe capable d'analyser les conflits et de mener la médiation avec professionnalisme. Le président de la CIME, Idriss Katenda, a martelé sur le rôle du médiateur et l'importance du dialogue. Les médiateurs doivent jouer pleinement leur rôle, mais pour cela, il faut leur donner les capacités de faire le travail avec professionnalisme. Satisfaction des participants. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la gestion des conflits. J'espère que prochainement, nous allons encore bien apprendre. Nous avons beaucoup appris. Être médiateur, il faut avoir la qualité d'impartialité. À travers cet atelier, la CIME entend offrir aux Congolais des professionnels dans la médiation et la résolution des conflits. Les entreprises publiques comme privées peuvent soumissionner aux appels d'offres de la Banque mondiale dans le cadre du projet d'accès aux services d'eau et d'assainissement. Le salon ouvert ce lundi au Pullman Hotel permet aux entreprises intéressées de recevoir tous les détails sur les critères applicables dans le processus de marché public de la Banque mondiale. Edith Chala et Bijou et Combat nous en disent plus à travers ce reportage. C'est autour du thème « Opportunités d'affaires pour les entreprises » que ce salon du projet d'accès aux services d'eau et d'assainissement se tient. Le coordonnateur de la cellule d'exécution des projets eau de la Régie des eaux a détaillé le contour du projet en rappelant que c'est la phase 1 qui consiste à donner de l'eau potable à 3 millions de personnes et un environnement assaini à 2 millions de personnes dans les Kwilu et les Trois Kasaï. Un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 400 millions de dollars américains. Ce salon permet d'intéresser tous les acteurs publics et privés à l'imminence d'appels d'offres pour l'exécution des différents travaux et les critères applicables selon la Banque mondiale pour accéder au marché dans la réalisation des activités du projet. C'est le sens que Jules Kabeya, directeur de cabinet du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, a donné à ce salon. L'objectif majeur de ce salon, c'est de pouvoir amener les entreprises, les micro-entreprises congolaises, de pouvoir s'approprier et être intervenants dans la réalisation de ce projet. Et j'invite les entreprises congolaises à s'approprier la présente activité, de manière à ce que le Congolais s'approprie cette activité, le Congolais puisse être réalisateur dans le projet PASEA, qu'il ne soit pas observateur, mais qu'il demeure, qu'il soit un acteur. L'autorité des régulations de la sous-traitance du secteur privé, les ministères, la Régie des eaux, les entrepreneurs privés dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ont pris part à ce salon. Il s'agira d'encourager les partenariats entre entreprises publiques et privées, entre grandes, petites et moyennes entreprises, sans être exhaustif. Le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables et le groupe AGI vont bientôt signer un accord de partenariat en vue de l'élargir dans d'autres filières de la santé, notamment la production des prothèses pour personnes vivant avec handicap. La ministre Irène Essambo et le patron du groupe AGI, Arish Jaktani, ont échangé à ce sujet. Chimène Dondo. C'était à tête entre le ministre délégué en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambo, et le président du groupe HJ, Arish Jaktani, augure un éventuel partenariat dans différents domaines, notamment dans les infrastructures adaptées, avec la construction de bureaux, de logements sociaux et des centres de formation tenant compte de toutes les catégories de personnes avec handicap et autres personnes vulnérables. Arish Jaktani a été ouvert et réceptif au plaidoyer de la ministre Irène Essambo. Il a à cet effet promis de construire un centre de formation adapté au PVH APV une fois que le terrain sera mis à sa disposition par le gouvernement de la République. Autre infrastructure adaptée, la ministre déléguée a aussi évoqué la question de l'agriculture adaptée et de la production de prothèses et orthèses pour la mobilité de personnes avec handicap dans ce partenariat avec la Fondation HJ. Ce programme-là, nous allons amener avec les partenariats avec les Madame Excellence. J'ai déjà assuré, j'ai déjà promis que les HJ Fondation, nous allons être partenaires et puis nous qui nous allons financer pour les centres de formation.
Mais certainement, l'État qui doit attribuer un terrain, si nous avons le secteur qui est disponible, nous allons construire cette centre de formation. Le patron du groupe HJ s'est dit être disposé à accompagner toutes les actions qui lui seront présentées par la ministre déléguée en sa qualité d'humanitaire. Enjeu politique de l'heure, les sénateurs et députés nationaux de l'UDPS se sont retrouvés autour de leur chef du parti pour se concerter. Les élus nationaux de l'UDPS apportent tout leur soutien à la démarche du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la révision constitutionnelle. Alain Bikaï. Prévu pour le mardi 19 novembre dernier, la réunion des concertations entre les députés nationaux et sénateurs du parti présidentiel et leur hiérarchie s'est tenue ce dimanche 24 novembre à l'hôtel Kempinski Fleuve Congo. Au cours de cette rencontre, le président intérimaire de l'UDPS a rappelé à ses interlocuteurs à l'ordre et au respect de la hiérarchie. Concernant les enjeux politiques de l'heure, les élus du peuple de ce parti apportent leur soutien défectible à l'initiative de leur autorité de référence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la révision constitutionnelle ou changement constitutionnel et optent pour les changements constitutionnels. Conscient des imperfections contenues dans la dite constitution, à la lumière des enjeux en rapport avec l'intégrité de notre territoire national et les conditions de fonctionnement de nos institutions, avons décidé à l'unanimité et sans condition d'accompagner notre haute autorité de référence dans cette démarche ô combien démocratique. Invitons par conséquent nos bases respectives à se ranger comme un seul homme derrière le chef de l'État pour l'aboutissement heureux du processus ainsi engagé. Concernant la motion de défiance initiée contre le ministre national des UDPS sans concertation, le chef du parti présidentiel a rappelé aux uns et aux autres que l'UDPS et sa mosaïque ont des responsables et une haute autorité de référence à qui se référer pour toute initiative parlementaire tendant à déchoir un membre des institutions de la République. De ces faits, ces élus nationaux ont pris l'engagement de surseoir leur démarche. Le débat sur la révision constitutionnelle va au-delà des clivages politiques. Nouvel élan d'Adolphe Mozeto, formation politique de l'opposition, apporte ses arguments et milite pour le changement constitutionnel. On l'écoute au micro de Cédric Kenina. La partie est de notre pays continue à faire l'objet de la fragilisation par différents assauts de forces négatives qui ne cessent de massacrer nos compatriotes et d'envahir nos territoires pour y tirer des dividendes ainsi qu'exploiter et piller nos richesses minières. Face à cette tragédie qui date de plus de 30 ans et qui nous a fait perdre plus de 10 millions de nos compatriotes, le nouvel élan réitère la position de son leader Adolphe Mozeto, faite en date du 23 décembre 2019, à savoir, premièrement, faire la guerre au Rwanda et tous les autres pays agresseurs. Deuxièmement, construire un mur de séparation entre la RDC et les pays agresseurs. En ce qui concerne l'actualité qui divise l'opinion nationale, à savoir la révision ou le changement de la Constitution. Si hier, mon parti politique Nouvel Élan était le seul à aborder avec responsabilité cette question de la révision et voire du changement de la Constitution, à l'occasion de ces universités populaires et à travers les tribunes d'Adolphe Mozeto, aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de voir cette question être posée au plus haut niveau des institutions. Autre chose à présent, les travaux du 4e congrès extraordinaire électif de la Confédération syndicale du Congo ont été lancés ce lundi 25 novembre en vue de la refondation de cette structure et c'est le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique qui a ouvert ces travaux au nom de son chef Jean-Pierre Liaou. Nadine Kilocho nous en parle.
Au cours de ces travaux du 4e congrès extraordinaire électif, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, à travers son directeur de cabinet Benoît Toupa, a réitéré sa volonté et sa disponibilité au dialogue social comme mode de gestion de l'administration publique. L'autorité que je représente tient beaucoup au dialogue social avec les bancs syndicales. Elle aime se faire accompagner par les partenaires sociaux que vous êtes et que vous constituez, qui êtes les partenaires privilégiés du gouvernement dans ce projet de moderniser l'administration, de donner à tous les travailleurs, à tous ceux qui sont dans le monde de l'emploi, public comme privé, les chances de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Séance tenante, la représentante de l'AVC, CSC Belgique, Karine Debreuil, a rappelé les missions du congrès de la CSC-RDC lui conviée depuis 2003, notamment celle d'adhésion et de continuer un travail syndical classique représentant les travailleurs congolais tant publics que privés, ainsi que celle de l'économie formelle. Un État qui trop souvent se dégage de son devoir de garantir les droits sociaux aux travailleurs. Des entreprises prédatrices qui ne respectent ni les droits sociaux, ni le devoir de protéger l'environnement et qui ne contribuent pas pour autant par les impôts au développement du pays. Pour les pères fondateurs de la Confédération syndicale du Congo, CSC, ce congrès est convoqué pour procéder au renouvellement de l'équipe du bureau journalier et permettre aux participants de capitaliser ces travaux pour la refondation de ces syndicats. Et avant de boucler ce journal, l'association des anciens gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces élues convie tous ses membres présents à Kinshasa à une importante réunion sur la réforme constitutionnelle initiée par le président de la République, le paiement des émoluments et des indemnités des sorties ce mercredi 27 novembre à 14h au restaurant 19 sur l'avenue du Cercle à Kinshasa Gombe. La présence de chacun est indispensable. Le comité des comités directeurs de l'association, Martin Kabuya Moulamba, gouverneur honoraire de la province de Kasaï central, ancien député national réélu de Dibaya. Et la Fédération des entreprises du Congo, FEC, informe ses membres de la tenue de l'Assemblée générale extraordinaire le mardi 10 décembre 2024 à 14h au siège de la FEC. À l'ordre du jour, approbation des statuts révisés de la FEC, approbation du règlement d'ordre intérieur de la Fédération qui complète le statut. Il est à rappeler que selon le dernier alinéa de l'article 18 de statut et le dernier alinéa de l'article 16.6 du règlement d'ordre intérieur de la FEC conférait le droit de vote et d'éligibilité aux seuls membres du règlement en règle de cotisation, et le même 10 décembre se tiendra à 10h l'Assemblée générale ordinaire sous-signé Robert Moulamba, président national. Voilà, c'est par ce communiqué que nous bouclons complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la commune de Ngeliema, à Montfleury et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Yvette Makontima, moi je vous reviens demain à la même heure et sur la chaîne nationale. Au revoir et à demain.